Greetings, everyone. I'm Pam Cipriano. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Pamela Cipriano, présidente du Conseil international des infirmières. Bonjour, bonsoir à vous. Merci infiniment de nous rejoindre aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire, nos infirmières, notre avenir, le pouvoir économique des soins. Nous savons, alors que nous sommes à quelques jours de la Journée internationale des infirmières, le 12 mai, c'est l'occasion de répondre aussi à vos salutations dans la messagerie instantanée pour tous les personnels infirmiers dans le monde. Mais rappelons que c'est une journée internationale qui est importante pour cette année, mais également toutes les autres années. Mais cette année, nous avons décidé de nous concentrer sur notre avenir. Reconnaître, nous sommes confrontés à différents enjeux, certes, mais ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de réaffirmer que le fait que les infirmières ne veulent pas être mises sur le côté, non, ce sont les visages des soins aujourd'hui. Le personnel infirmier veut être respecté, veut aussi mettre en avant toutes les contributions du personnel infirmier face aux défis actuels et pour renforcer nos systèmes de santé. Aujourd'hui, nous avons donc cette journée internationale des infirmières. Nous avons déjà publié des documents Internet et nous avons les meilleurs experts du monde entier qui nous permettent d'avoir une vision de la contribution financière du personnel infirmier à travers le monde. Ce n'est pas uniquement une question des soins que nous prodiguons, la compassion ou l'impact que nous avons sur sur nos communautés et nos patients, mais aussi ce que nous pouvons apporter d'un point de vue économique afin que nous ayons de meilleurs soins, que nous puissions aussi faire en sorte que la CSU soit plus une réalité dans le monde entier et reconnaître que le personnel infirmier est essentiel pour des soins de santé et qui permettent in fine au système de santé d'économiser. Et c'est cela que nous voulons dire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons différents experts et expertes qui nous rejoignent, qui nous permettent de faire entendre la voix du personnel infirmier et d'insister sur le fait qu'il est essentiel d'investir dans ces soins infirmiers. Nos systèmes de santé ont vraiment besoin d'un personnel infirmier plus robuste, plus nombreux pour que nous atteignions nos objectifs. Nous devons faire entendre notre voix et de manière très forte et plus forte que jamais peut-être cette année. C'est pourquoi je vous présenterai dans quelques minutes tous nos experts, les présentations qu'ils vous feront et qui aborderont des thèmes clés. Tout d'abord, quelques diapositives qui ont été déjà projetées. Je vous rappelle que nous avons accès à l'interprétation. Pour ce faire, vous devez cliquer sur l'onglet en bas de votre écran. Vous avez accès à l'onglet au français ou à l'anglais. Sélectionnez votre langue. Et vous avez le chat, messagerie instantanée, pour y mettre toutes vos salutations, vos messages généraux. Mais si vous avez des questions, celles-ci doivent être réservées à la section Q&A, questions et réponses. Et c'est ainsi que nous pourrons affecter vos questions aux différents experts pour qu'ils puissent y répondre. Euh, Aux orateurs et aux oratrices, nous vous rappelons que nous avons un chronomètre et nous vous indiquerons quand il vous restera qu'une minute avant de clore votre intervention. Avant toute chose, j'accueille Howard Catton, le PDG du Conseil international des infirmières, qui parlera du pouvoir économique des soins, pour pouvoir déployer pleinement le potentiel économique essentiel du personnel soignant. Merci infiniment, Madame la Présidente. Quelle joie de vous souhaiter une bonne semaine des infirmières et des infirmiers aujourd'hui. Bonjour, bonsoir à celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Et avant toute chose, permettez-moi également de rappeler qu'effectivement, nous avons la Journée internationale des infirmières ce dimanche 12 mai et j'adresse toutes mes salutations à cette occasion. Alors, permettez-moi, chers collègues, de passer en revue les grandes lignes du, de cette journée et du rapport de cette année pour la Journée internationale des infirmières. Vous le savez très bien, le thème de cette année, le pouvoir économique des soins. C'est un thème que l'on connaît, hein, qui a été choisi par les organisations des infirmières à travers le monde. Ces dernières années, nous avons de manière tout à fait délibérée, décidé d'axer le thème de cette journée internationale sur les grandes priorités de santé internationale, le développement durable, l'accès aux soins, investir dans les soins infirmiers, la sécurité, la qualité des soins pour les patients, mais également la sécurité des infirmiers et infirmières, bien sûr.
Et tout ceci en se fondant sur des faits probants que nous avons, sont nombreux, qui montrent que investir dans les soins infirmiers est quelque chose d'extrêmement pertinent, puisque cela permet de renforcer les systèmes de santé à travers le monde. Malheureusement, nous n'avons pas pu atteindre ce niveau d'investissement économique nécessaire. Les dollars, les euros, les yuans, quelle que soit la devise nécessaire, investie nécessaire pour que nous ayons les soins auxquels nous aspirons. Et c'est pour cela que nous avons choisi ce thème, pouvoir économique des soins. Cela fait bien trop longtemps que nous avons mis de côté la valeur économique des soins. On a pensé que c'était quelque chose qui n'avait aucune valeur économique finalement, et nous devons changer cette vision. Premier fait probant que nous voyons dans ce rapport, c'est que nous voulions mettre l'accent sur le coût véritable de mauvais soins de santé. Et vous voyez, il y a de nombreux chiffres à travers tout le rapport. Et les experts impliqués sont fabuleux. Nous avons la Banque mondiale, le Forum économique mondial, l'OMS, le secteur universitaire qui ont été impliqués, qui ont permis de compiler toutes ces données. Le coût de ne pas bien soigner représente à peu près 13% des soins et des dépenses en soins de santé à travers le monde. Et pour ce qui est également de l'incidence d'une mauvaise santé sur la productivité mondiale, eh bien, on estime que cela pourrait représenter 15%, jusqu'à 15% du PIB mondial. Et ceci émane des chiffres de McKinsey qui a rassemblé des économistes euh, de haut vol. Ensuite, également, nous voyons que le coût de la pandémie pour l'économie mondiale représenterait 2,7 milliards de dollars américains. Et c'est 3 à 7% du PIB mondial. On voit, c'est finalement une portion du 15% que l'on vient d'annoncer du PIB mondial, hein, si nous avons une santé mauvaise, le coût de la mauvaise santé. Ensuite, nous avons aussi une rotation du personnel infirmier de 15 à 36%, ce qui représente un coût important pour les soins de santé. Et cela pourrait représenter jusqu'à, on estime, 36 000 dollars américains par infirmier ou infirmière. Et une couverture sanitaire universelle, CSU efficace, pourrait se permettre de sauver 60 millions de vies. 60 millions de vies que nous pouvons sauver, chers collègues. Nous avons là des chiffres très importants pour ce qui est de la mauvaise santé, ce que ça représente. Mais quels sont les avantages, les bienfaits de l'investissement dans le secteur de la santé? Eh bien, vous pouvez avoir une population active, une meilleure santé, et ceci permet clairement hein, d'augmenter la productivité. Et si vous tombez malade, il faut que vous puissiez vous remettre le plus vite possible. Et ceci a également une incidence économique. De manière plus générale, d'ailleurs, des personnes en bonne santé s'impliquent donc dans pléthore d'activités sociales, pas uniquement du bénévolat, etc., mais toutes sortes d'activités qui, au final, représentent un bienfait pour la société au sens large. On estime que chaque dollar investi dans la santé permettrait d'augmenter ou de stimuler le PIB mondial d'environ 12 000 milliards de dollars américains ou 8% de ce PIB. Imaginez tout ce que l'on peut économiser là lorsque l'on investit dans les soins de santé sûrs. Et c'est un retour sur investissement, on le voit. Chaque dollar investi dans l'amélioration de la santé peut générer un rendement économique situé entre 2 et 4 dollars et cela pourrait être plus élevé dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Et on pourrait aussi, selon les chiffres dont nous disposons, avoir une CSU efficace permettrait d'augmenter l'espérance de vie mondiale de 3,7 ans année. Et la mauvaise santé ou les systèmes de santé inadaptés causent une perte de productivité dans les pays à revenus faibles et intermédiaires d'à hauteur de 1,4 et 1,6 milliards de dollars américains chaque année. Donc, il nous faut investir dans les soins de santé à travers le monde, sans aucun doute. Il faut atteindre la CSU pour la moitié de la population mondiale. Et
L'objectif que l'on peut atteindre, mais qui est ambitieux, est 80 sur 100 personnes. Ce sont là les chiffres de l'OMS. Cela voudrait dire que nous aurions besoin de 70 infirmiers ou infirmières par 10 000 personnes. Aujourd'hui, le trois quarts des pays dans le monde sont en deçà de ce seuil de 70 infirmiers par 10 000 habitants. Alors, nous devons être plus proactifs car nous ne sommes pas dans la bonne voie pour atteindre les objectifs de développement durable liés à cela. Et cela est lié en partie à une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la santé, une pénurie récurrente. Et c'est de manière générale, et nous avons besoin d'améliorer ces chiffres et d'améliorer la formation du personnel de santé dans les domaines plus spécifiques pour certaines maladies également. Il y a de nombreux infirmiers et infirmières qui disent qu'ils ne travaillent pas à leur plein potentiel et on devrait avoir des modèles de soins plus efficaces pour pouvoir améliorer cela et notamment en manière d'inégalité de genre et promouvoir l'égalité en mettant en avant les meilleures pratiques. Lorsque nous investissons dans le personnel infirmier, nous devons investir dans le développement de leur carrière, dans leur formation, dans le leadership. Nous savons que ce type d'investissement permet de réduire la pauvreté et contribue à ces facteurs qui permettent d'améliorer la cohésion sociale, la paix, la prospérité. Donc, nous avons nombre d'informations, de données dans ce rapport qui sont la preuve que l'investissement n'est pas quelque chose qui portera un coût à l'économie, au contraire, qui permettra de la stimuler. Voici tous les experts, toutes les expertes qui ont permis de rédiger ce fabuleux rapport. Je ne vais pas passer en revue l'ensemble de leurs noms, mais vous entendrez nombre d'entre eux, Gaëtan, Jordan, Amanda, qui vont s'exprimer aujourd'hui, et notamment David Stewart de l'ICN, qui a vraiment été l'auteur principal, qui a été la figure de proue de la rédaction de ce rapport. Qu'avons-nous besoin de faire? L'année dernière, j'espère que vous vous souvenez, hein, nous avons, le CI, pardon, rédigé notre charte pour le changement, valoriser, protéger, respecter, investir dans nos infirmières pour un futur durable, pour des soins de santé et des soins infirmiers de santé. Donc, euh, ce sont là des grandes lignes directrices qui permettront d'améliorer les pratiques, le leadership. Et ceux qui nous disent que faire, nous ne savons pas que faire pour améliorer la situation. Nous pouvons leur dire, nous l'avons dit, nous avons tout rédigé. Ceci est ce qui permettrait d'améliorer la situation. Et ceci pour éviter que notre profession nous semble peu attirante pour les jeunes d'aujourd'hui notamment. Ce qui est encourageant néanmoins, c'est que nous voyons que ce n'est pas uniquement le CI qui est à l'avant-poste de ce combat et qui est la plus entendue. Nous avons d'autres organisations qui nous emboîtent le pas et qui reprennent à leur compte cette cause, notamment le Forum économique mondial qui a publié ou va publier bientôt un rapport sur l'avenir de l'économie des soins en reconnaissant que les responsables euh, à travers le monde, les chefs d'entreprise ont bien vu que l'absence ou le manque d'investissement dans les soins de santé à travers le monde a une incidence directe sur leurs activités également. Nous le voyons donc du Forum économique mondial, mais également la Banque mondiale qui a récemment clairement dit que la santé est contribue de manière claire à l'économie mondiale en général. Ce qui nous attend maintenant, à nous faire entendre et rappeler pourquoi notre profession est vraiment le moteur de la croissance économique. Rappelons que la présidente Pamela Cipriano du CI a été nommée coprésidente du comité directeur de la CSU, couverture sanitaire universelle, ce qui permet voilà, d'être à l'avant-poste de ce qui se fait dans ce domaine. Nous avons différents
différentes réunions prévues également qui viendront peaufiner le prochain rapport sur l'état des soins infirmiers dans le monde, notamment. L'objectif est d'attirer l'attention de la communauté internationale, des leaders, et rappeler que nous avons cet argumentaire. Investissez dans les soins infirmiers. Voici ici ce qui est prévu, sortir de la sphère purement de santé pour intégrer l'ensemble des secteurs et des pans de l'économie mondiale et mobiliser les dirigeants, notamment au niveau du G7 et du G20. Le CI a participé à eu des interventions dans le cadre de ces grandes réunions des dirigeants du monde. L'année dernière, nous avons eu Justin Trudeau, Premier ministre canadien, qui s'est exprimé dans le cadre du congrès du Conseil international des infirmières. Nous le voyons ici aux côtés de la présidente du CI et de la responsable infirmière du Canada. Nous avons besoin de ce type d'événement pour que nous puissions présenter nos arguments d'investissement en ce sens. N'oublions pas, également, nous en parlons beaucoup, nous avons également poursuivi nos interactions avec les organisations qui réagissent dans les situations humanitaire et d'urgence. On ne peut pas avoir de paix sans santé et nous ne pouvons pas avoir une bonne santé sans paix. Cela est inscrit dans la constitution de l'OMS très clairement et c'est aussi inscrit dans le code déontologique du Conseil international des infirmières. Il faut investir dans les soins infirmiers car il y a, on l'a dit, des avantages économiques à cela, mais pas uniquement. Investir dans les soins infirmiers permet d'améliorer la paix dans le monde et le bien-être de tous. Nous avons de grands événements prévus à Aberdeen en septembre. Le congrès également à Helsinki en Finlande, c'est merveilleux. J'espère que vous serez nombreux l'année prochaine qui seront là. Nous aborderons tous ces thèmes. Et sur ce, permettez-moi simplement de vous remercier pour votre attention et je me retourne vers vous, Madame Cipriano, pour poursuivre ces présentations. Merci infiniment à vous, hein, Monsieur Catton. Merci d'avoir présenté dans les grandes lignes ce rapport. Un effort formidable, hein. J'aimerais vraiment le rappeler, rappeler que vous êtes les porte-parole, les défenseurs de ce message. Nous avons besoin d'un personnel infirmier fort pour des soins de santé plus robustes, en se concentrant sur la manière dont nous pouvons révéler à quel point nous pouvons améliorer la santé à l'échelle nationale en investissant dans les soins infirmiers. Nous savons que nous pouvons sauver des vies, nous pouvons ajouter des années d'espérance de vie et nous reconnaissons qu'il y a une prospérité économique possible et qui va bien au-delà de la sphère purement économique et qui englobe la santé, mais également la paix et la sécurité dans le monde. Je me permets maintenant de me tourner vers notre prochain orateur, notre prochaine oratrice, Jordan Shannon. Elle est maître de conférence à l'Institut de santé mondiale de l'UCL, le Centre pour le genre et la santé mondiale, le Centre pour l'économie de la santé mondiale. Elle est professeure aussi à Londres et elle est vraiment experte dans ce domaine de la santé mondiale et nous permet d'avoir une vision globale. Elle nous parlera du pouvoir de transformation des soins infirmiers et pouvoir façonner un monde plus durable, équitable et en meilleure santé. Jordan, merci infiniment. Bonjour à tous et à toutes et à toutes les personnes qui ont mis la main à la pâte pour aboutir à la publication de ce rapport. Et avant toute chose, très bonne journée internationale des infirmières dans 2 jours. Et d'ailleurs, j'ai commencé ma carrière en tant que médecin dans l'outback australien et ça a été une expérience vraiment qui m'a ancrée et qui m'a permis de voir voilà, comment cela fonctionne. Des heures à l'hôpital et on était très isolés d'autres centres de santé et vraiment, je dépendais du professionnalisme d'un nombre d'infirmières en chef et elles m'ont vraiment beaucoup appris sur le pouvoir du soin au sens large. C'était très pratique. Elles faisaient ce qu'elles pouvaient dans le cadre de leur profession, dans ce contexte du bush australien et avec toutes les difficultés qui en découlent. Et ça a été fondamental pour moi parce qu'il y avait un environnement contraignant avec des ressources limitées mais elle savait que le soin allait au-delà de l'hôpital.
Et donc, elles allaient au-delà des murs de l'hôpital. Elles allaient à la rencontre des populations dans le bush et dans l'outback. Et elles se rendaient compte de la réalité et elles permettaient d'avoir accès à des soins dans des contextes très particuliers. Et cela m'a permis de bien comprendre tous ces facteurs qui rentrent en compte, non pas uniquement le volet économique. Et ceci me permet de rappeler que la profession des soins d'infirmiers fait qu'ils sont confrontés, nous sommes confrontés à un contexte extrêmement complexe, à différents critères, et nous devons jongler avec ce qui nous entoure. Pour ce qui est de la valeur des soins infirmiers et obstétricaux, j'aimerais rappeler qu'il faut aller au-delà de la valeur purement financière, permettre d'avancer vers une vision où nous comprenons que les soins infirmiers sont essentiels pour l'avenir que nous voulons façonner pour la génération à venir. Pour en revenir à la pandémie, à la COVID-19, elle a révélé cette prise de conscience, une crise qui a été très profonde et qui a permis de voir, de mettre l'accent sur notre profession et le caractère essentiel des infirmiers et des infirmières. Et il me semble que c'était important de pouvoir changer la manière dont nous abordons cela. Les éléments clés à apporter, ou ce que les infirmiers permettent d'apporter à la société, sont nombreux. Il faut les identifier et voir à quel point les infirmiers permettent de transformer et façonner les sociétés au sens large. Donc, il faudrait se concentrer un peu sur les différents niveaux de soins auxquels sont confrontés les infirmiers. D'abord, les soins fondamentaux. Et on l'a entendu déjà, les systèmes de santé tels que nous les connaissons s'effondreraient sans le personnel infirmier. Les infirmières sont vraiment les moteurs de la prestation de soins de santé. Et il y a un lien entre la densité des personnels infirmiers à l'échelle nationale et les taux de mortalité, l'espérance de vie, et même, d'ailleurs, on l'a vu dans les décès, du nombre de décès du fait de la COVID-19. Et ces soins infirmiers permettent d'apporter une très grande valeur dans la société. Et les soins, qu'est-ce que c'est les soins? C'est les soins des habitants, de la société, mais également de la planète au sens large. Et c'est quelque chose souvent que l'on oublie. Et les professionnels oublient cela. C'est le soin des autres, bien sûr, mais ce n'est pas uniquement le soin que l'on doit s'apporter à soi-même. Il ne faut pas oublier ce volet, c'est important. Comment prendre soin de notre personnel de santé? Il s'agit de formation, leur donner le temps pour se reposer, reconnaissance, bonne rémunération, etc. Et on a entendu, il y a différentes études qui disent qu'il faut investir davantage dans la formation de ce personnel infirmier. Un autre niveau de soins qui me semble essentiel et sur lequel nous devons nous pencher, qui est lié à la valeur à donner à cette pratique infirmière, ce sont les soins apportés dans les contextes complexes et tout ce qui a trait aux questions d'égalité, de sécurité et de paix. Et pour ce qui est de l'égalité entre les sexes, permettez-moi d'ajouter que la pratique infirmière et la contribution de ces pratiques infirmières à l'accès aux soins pour tous et toutes est essentielle. Donc, il y a des défis, oui, à relever en matière d'égalité entre les sexes, hein, bien sûr, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la pratique infirmière aussi, mais ne pas oublier que la contribution des infirmières, puisque le personnel infirmier est à majorité féminine, cela permet de mettre en avant ce genre et de promouvoir notamment les emplois décents, une rémunération adaptée pour les femmes. Autre chose, nous avons des faits qui nous montrent que les femmes lorsque nous investissons dans les femmes, cela a des répercussions directes sur la société au sens large, sur les familles, leurs foyers, etc. Donc, si nous avons là une cascade d'effets positifs, de bienfaits, nous investissons dans les femmes et elles-mêmes, à leur tour, investissent dans leur société, communauté et foyer.
et notamment la question de la contribution à la paix. Bien souvent, nous avons entendu qu'il y a, dans des contextes de conflit, de guerre, en RDC ou à Gaza aujourd'hui, le personnel de santé est en première ligne dans ces contextes de conflit. Et nous voyons que ces personnes ont le potentiel de donner accès à des soins de santé pour tous et toutes qui permettent de promouvoir la paix puisque vont au-delà du clivage du conflit. Il n'y aura pas de santé si nous sommes sur la voie du conflit, de l'opposition et de la mort. Donc, n'oublions pas que les valeurs déontologiques de la profession sont essentielles pour maintenir et plaider pour le bien-être de la planète aussi au sens large, car nous ne pouvons pas être en bonne santé si la planète se porte mal. Il s'agit aussi d'investir dans l'éducation, la recherche, dans le domaine des changements climatiques et de la santé de la Terre. Et c'est un code déontologique moral, si je puis dire. Et la pratique infirmière est ancrée dans cela. Et c'est bien souvent exploité, c'est bien souvent sous-évalué ou miné par des discours que l'on entend, puisqu'il y a plutôt des investissements dans d'autres infrastructures. Nous avons des vagues de privatisation, nous avons aussi un démantèlement des conditions de travail à l'échelle internationale. Et revenons au thème qui nous occupe aujourd'hui, le pouvoir économique des soins. Il s'agit d'attirer l'attention sur ce mot, le pouvoir du personnel infirmier. Et nous devons reconnaître qu'il y a un facteur essentiel ici pour les personnels infirmiers a un rôle à jouer et nous devons reconnaître, et nous l'avons entendu de la part de collègues des grandes organisations, de l'OMS, etc., c'est que nous avons des chiffres qui montrent la valeur du personnel infirmier. Et quand nous le dévalorisons de manière systématique, il y a des conséquences négatives dans les domaines et il y a les lacunes. Rémunération, l'égalité, des conditions de travail, investissement, égalité entre les sexes, entre autres lacunes. Et il y a 6 domaines d'action dans lesquels nous devons investir pour que nous puissions améliorer le travail du personnel infirmier. Et c'est essentiel pour nos infirmiers et nos infirmières, surtout puisqu'elles sont à majorité infirmière, féminine. Lorsqu'on voit le recrutement, la législation, etc., lorsqu'il y a un écart salarial, lorsqu'il n'y a pas de législation adaptée pour encadrer les conditions de travail, pour ce qui est de la négociation collective, etc., euh, tout cela, notre profession peut parler, peut défendre de bonnes conditions, peut aussi demander à avoir accès à une ventilation des données. Et nous avons besoin d'avoir accès à des investissements plus ciblés. Dollar return times return on the dollar that Howard highlighted through healthcare work, of which nursing is central. So thanks very much, and happy International Nurses Day once again. Thank you so much, Jordan. We appreciate you. Merci beaucoup, Jordan. Vous avez mis en avant certaines thématiques et domaines qui n'étaient pas forcément les plus évoqués, et aussi d'avoir rappelé l'impact sur le système, notamment par rapport aux investissements. Aussi, nous sommes vraiment d'avoir pu en apprendre davantage grâce à vous. Pour ce qui est de notre prochain orateur, il s'agit de Gaëtan Lafortune, qui est économiste principal à la division de la santé de l'OCDE. Il dirige la publication Paramount de la santé et est l'auteur de chapitres clés sur la résilience du personnel de santé. Il est aussi co-auteur d'un récent document de travail de l'OCDE sur la santé concernant la pratique avancée des soins infirmiers dans le domaine des soins primaires. Aussi, il va euh, rappeler comment nous pouvons réimaginer les valeurs de notre univers pour les remettre au cœur de notre système. Bonjour à toutes et à tous. J'essaye de partager mon écran avec vous.
J'ai une présentation PowerPoint à disposition. Je dois dire, je suis vraiment en phase avec vous et avec tout ce que vous avez pu déjà présenter. Alors, je vais vous montrer des données par rapport donc à cette importance donc de renforcer l'attractivité de notre métier pour pouvoir renforcer les cibles de santé, arriver donc à nos objectifs et aussi de pouvoir promouvoir davantage un plus grand intérêt, je dirais, chez les étudiants. Donc, dans l'OCDE, bien sûr, il y a le mot économique, c'est donc l'organisation économique pour la coopération et le développement. Aussi, bien sûr, nous aimons tout ce qui a trait aux analyses économiques, aux, euh, à l'attractivité donc financière. Donc, on va évoquer toutes ces questions tout en gardant à l'esprit qu'il y a d'autres aspects sur lesquels nous devons aussi travailler. Donc, pour démarrer, j'aimerais attirer votre attention sur quelques-unes des découvertes clés que nous avons pu faire. Certains points déjà qui ont été évoqués hein, en début d'après-midi, notamment pour cette journée internationale des infirmiers. À savoir qu'il y a de moins en moins d'étudiants qui sont intéressés par ces études. Et certes, alors c'est un diagramme qui est assez chargé parce que va être vraiment de vous montrer le plus de pays pour lesquels nous avons pu collecter des données. Donc, c'est là une enquête OCDE PISA. Donc, vous savez que c'est PISA, c'est le programme donc de surveillance de questionnaire hein, des étudiants donc, qui est réalisé chaque année pour les étudiants de 15 ans. Et donc, il est conçu pour collecter nombre d'informations à des fins scientifiques et mathématiques, mais c'est aussi une manière de poser des questions, des aspirations de carrière. Aussi, nous avons là posé des questions à ces jeunes de 15 ans qui disaient être intéressés par des études, que ce soit infirmière ou médecine. Et ce diagramme donc représente donc ce qui a été obtenu donc au cours des deux dernières enquêtes. Et donc celui d'en haut représente les pays de l'OCDE et ensuite vous avez les pays donc, qui ne font pas partie de l'OCDE. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la géographie de l'OCDE, je dirais, l'OCDE concerne beaucoup de pays en Europe, mais également d'autres pays en Amérique du Nord, en Amérique latine, et aussi certains autres pays qui sont concernés par l'Asie. Et pour ce qui est des découvertes principales de ces données de PISA pour 2022, fait apparaître que l'intérêt pour les études d'école infirmière ont vraiment baissé. C'est le cas dans certains pays. D'ailleurs, vous pouvez le lire dans ce diagramme. Donc, on voit aux États-Unis, en Norvège, dans mon pays, le Canada, euh, d'autres pays qu'on peut aussi déceler, donc le Danemark, la Suisse et bien d'autres. Aussi, on peut vraiment voir une baisse énorme dans les pays OCDE, entre un tiers, il y a peut-être 4, 5, 6 pays où le Japon, là vraiment, pour le coup, il y a éventuellement davantage de personnes intéressées. Et puis, on peut aussi observer donc vraiment une variation assez grande. Donc c'est vrai que, comme je le disais, au Japon, ils sont plus nombreux qu'ailleurs à faire part de leur intérêt à réaliser des études dans ce domaine. Et puis après, vous avez ceux qui sont en bas de la liste, donc l'Estonie, Lettonie, Pologne, qui sont à 2-3% de jeunes gens, je dirais même moins 1% de jeunes gens qui sont intéressés. Et pour ce qui est des pays qui font partie de l'OCDE, qui ont participé à ce questionnaire PISA, nous pouvons voir aussi que la question qui a été posée était la même hein, pour les jeunes de 15 ans. On voit surtout aux Philippines qu'il y a un certain intérêt. Et nous avons encore l'Europe centrale ou l'Europe de l'Est, comme la Bulgarie, qui exprime pas ou peu d'intérêt pour ces études. Alors, qu'est-ce qui peut vraiment faire d'un emploi qui soit attractif, plaisant? Alors, il y avait sur le cadre qualitatif sur lequel déjà nous avons travaillé il y a une décennie. Et c'est un cadre
assez limpide et ce que nous avons pu voir, c'est qu'il y a trois dimensions principales à la dimension dite qualitative d'un emploi. Tout d'abord, sont les revenus, c'est assez facile à comprendre, à savoir les avantages que les gens tirent de leur emploi, de ce qu'ils gagnent à la fin du mois. Et nous avons aussi la dimension de la sécurité, du travail, à savoir que les gens recherchent plus de sécurité, savoir qu'ils ne vont pas perdre leur emploi d'un mois à un autre. Et la troisième dimension que l'on peut citer a trait à la qualité de l'environnement de travail. Et ces trois dimensions sont là vraiment principales. Et puis, il y a donc d'un côté la motivation financière et celle qui est au-delà. L'intérêt en tout cas que peut représenter le travail. Alors, il y a la charge de travail, la flexibilité ou bien le manque de flexibilité pour ce qui est des emplois du temps, la possibilité aussi de progresser, prendre du galon dans la position et puis aussi la possibilité, comme je disais, donc d'être responsable ou autre. Donc tout ceci fait partie de ce que l'on peut appeler donc le cadre qualitatif. Je vais avant tout m'intéresser euh, au troisième point. Alors ce n'est pas parce que je ne suis pas intéressé par les revenus, mais c'est vrai que nous avons pas forcément aussi des données très précises que je pourrais vous montrer en la matière. Aussi, là, nous avons toutefois ce diagramme qui montre un peu donc les euh, rémunérations moyennes donc, qui montent en 2023 et vous avez la rémunération des infirmiers infirmières et la comparaison avec les travailleurs moyens, en tout cas les pays étudiés. Aussi, si vous regardez 1,5, 1,2, cela veut dire qu'ils ils arrivent à gagner plus de 20% que le travailleur moyen dans les pays OCDE. Donc, si vous voulez, c'est un indicateur euh, de si vous travaillez donc dans ce domaine ou si vous travaillez dans un autre. Donc, c'est vrai que c'est un diagramme un peu particulier parce qu'il y a certains pays comme l'Amérique centrale, où les gens donc gagnent plus que les travailleurs principaux. Et puis vous avez des pays comme la Suisse où un infirmier et une infirmière gagne moins d'argent que le travailleur moyen. Donc cela illustre un peu le caractère relatif en fait des revenus des infirmiers et infirmières par rapport aux autres emplois. Si vous comparez le Mexique aux revenus de Suisse d'un infirmier et infirmière, euh, euh, vous voyez en tout cas que l'intérêt pourrait forcément être bien plus grand au Mexique parce qu'ils gagnent davantage et inversement en Suisse. C'est aussi important de se pencher sur la croissance de ces revenus. Et là, nous avons uniquement l'accent donc, qui est porté sur donc bien sûr les pays OCDE, donc par rapport au précédent graphique. Et nous avons là une période des 11 dernières années qui est couverte, donc qui est divisée en deux périodes, avant 2018 et la période d'après-pandémie, depuis 2018 jusqu'à 2021. Et nous avons là, bien sûr, une croissance annuelle moyenne, hein, et qui est aussi indexée par rapport à à l'inflation, donc pour savoir ce que signifie donc vraiment les revenus. Donc, qu'est-ce que cela démontre? Nous voyons qu'il y a là une augmentation des revenus pour les infirmières au cours des 10 dernières années, notamment dans les pays européens central et de l'Est. Pour ceux, bien sûr, qui avaient un salaire très bas, je pense à la Hongrie, à la Pologne et la Slovaquie, la Tchéquie, d'autres pays. Et nous avons aussi des pays donc, qui figurent plutôt à droite, où les revenus ont donc peu augmenté. Et pour certains, d'ailleurs, ils ont même baissé au cours des dernières années. En tout cas, je dis bien encore, hein, ces résultats sont indexés sur l'inflation. Donc, si vous regardez certains pays comme le Mexique, l'Espagne, l'Italie,
la Nouvelle-Zélande et l'Australie, on a pu voir en fait vraiment une baisse du pouvoir d'achat dans leurs revenus. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette présentation essentiellement? Tout d'abord, que d'investissements accrus dans les infirmiers infirmières ainsi que dans le personnel de santé est un élément clé pour pouvoir satisfaire les besoins croissants du système de santé et qui permettent aussi d'améliorer le système de santé et de pouvoir faire face aux chocs à venir. Deuxième enseignement, de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires sont vraiment essentiels pour pouvoir attirer davantage d'étudiants et aussi mobiliser conserver les infirmiers actuellement en activité. Et nous voyons aussi en troisième enseignement que certains des pays de l'OCDE ont mis en place des mesures pour améliorer les salaires des infirmières, mais toutefois l'inflation a quelque peu euh, empêché en fait cette réelle croissance des salaires dans d'autres pays. Et puis, dernier enseignement que l'on peut retenir, euh, à savoir point important qui est de faire en sorte que ce métier continue à être attractif et cela en passe ou par une croissance, une augmentation des salaires ajustée à l'inflation et donc bien sûr tout mettre en œuvre pour que ces études puissent être à disposition des jeunes gens. Pour terminer, je dirais que nous avons publié un article il y a maintenant quelques jours, enfin en tout cas qui est publié depuis le 15 avril, donc qui vous donne donc des informations sur les pratiques et avancées. Nous pouvons voir que dans certains pays, cette pratique évolue énormément, tandis que dans d'autres pays, euh, euh, cette progression évolue beaucoup moins. Et puis, donc, vous avez des informations sur les rémunérations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gaëtan. Le travail que vous avez réalisé, notamment ce qu'on appelle Nurses at Glance, donc à première vue, donc infirmière à première vue, est un travail remarquable. Et aussi, bien sûr, ce message que vous avez transmis par rapport au salaire, c'est là un point crucial pour pouvoir attirer de nouveaux infirmiers, de nouvelles infirmières, mais c'est aussi un point clé pour pouvoir garder déjà le personnel existant, quand nous connaissons déjà donc les conditions de travail et tous les sacrifices que cela entraîne. Donc, vraiment. C'est important pour nous de mettre l'accent donc sur des salaires décents et de bonnes conditions de travail. Aussi, j'aimerais poursuivre donc sur cette question de l'environnement de travail. Nous allons écouter maintenant Amanda McClelland, première vice-présidente de Resolve to Save Lives. Elle donc, travaille au niveau de la direction, notamment dans le contrôle des épidémies et les réponses d'urgence. Amanda, vous avez la parole. Merci beaucoup et je vous souhaite une joyeuse journée internationale des infirmières infirmières. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer et surtout de pouvoir partager le travail que nous avons fait, notamment pour améliorer les conditions de travail des infirmières infirmières. Euh, je vais donc partager avec vous mon écran pour que vous puissiez voir mes transparents. Nous souhaitons vraiment mettre l'accent sur euh, tout ce que nous avons fait, notamment non pas seulement le contrôle des infections, mais aussi, euh, d'une certaine manière aussi, illustrer les propos qui ont pu être tenus précédemment par rapport donc aux conditions de travail, conditions de salaire. Aussi, c'est une mission que nous avons menée, moi-même et mon équipe. Nous avons énormément travaillé en Afrique de l'Ouest sur la question de l'Ebola. Nous avons pu voir qu'il y a eu 880 infections confirmées et 513 morts parmi nos professionnels de santé, notamment en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Et quand je suis arrivé en Sierra Leone, je crois que cela faisait euh,
c'était là un moment de contagion très fort et nous avons été déployés hein, sur place pour pouvoir faire face à cette situation. Aussi, j'ai pu m'entretenir avec les professionnels sur le terrain, et responsables de la maternité. Et j'ai ainsi pu découvrir tous ceux qui avaient pu décéder dans les semaines précédentes. Et dans le même temps, nous avons eu aussi des difficultés parce que l'idée était que les personnes puissent évoluer dans un environnement le plus sécurisé possible, malgré les situations. Et le monde célébrait d'ailleurs la Journée internationale des travailleurs de santé. Et mais ces professionnels de santé sont confrontés à un nombre de stigmatisme et stigmates. Et nous avons pu voir les difficultés auxquelles ils pouvaient être confrontés, comme louer euh, des logements et tout ce qu'ils pouvaient en fait vivre au quotidien. Et nous avons réfléchi, essayé de faire en sorte qu'ils puissent être les plus sûrs possibles, hein, malgré cette épidémie. Et nous savons ce qu'ils ont pu faire, hein, qu'ils ont été célébrés comme des héros pendant la période de Covid, mais aussi il faut rappeler qu'ils doivent porter des équipements de protection personnelle. Ceci est vraiment indispensable. Et au début de l'épidémie, évidemment, ils ont été célébrés comme des héros, mais très très vite, euh, ils ont eu des problèmes sur le travail en raison la charge de travail, manque de soutien, aussi avec différents partenaires. Euh, En Afrique, nous avons vu qu'il était difficile hein, d'appliquer certaines de ces mesures sur place. Et bien sûr, nous sommes intervenus pas seulement d'un point de vue moral ou éthique, mais aussi en question de croissance économique du pays. Nous avons travaillé avec l'OMS pour pouvoir créer une résolution de l'OMS pour le contrôle et la prévention des infections. Nous avons aussi travaillé sur un PAC en collaboration avec le ministre des Finances. Nous avions toujours des difficultés pour obtenir des finances et de pouvoir aussi mettre en place les infrastructures dans les différents pays. Aussi, nous avons pu travailler donc sur la question du matériel, tout en comprenant vraiment le fardeau lié à, au Covid. Et cette histoire nous montre vraiment le coût que cela représente pour l'économie et pour le système de santé de l'ensemble. Vraiment, si nous ne prêtons pas davantage attention à nos professionnels de santé. Et d'ailleurs, euh, nous avons commencé à essayer de quantifier ces risques, notamment dans 5 pays. Évidemment, les personnels de santé étaient très, très chargés, très occupés dans cette époque. Nous avons réalisé des enquêtes dans différents pays comme le Colombie, Kenya notamment. Et nous avons vu que dans ces pays, ils avaient de plus grands risques de la population euh, d'attraper le Covid, hein, notamment en parlant bien sûr de du public, des professionnels. Aussi, nous souhaitions vraiment aller au-delà de la question directe du coût hein, financier. Et pour ceux aussi qui ne pouvaient pas se rendre au travail. Et lorsque vous voyez le système de manière générale, quel est le coût indirect et quels peuvent être donc les impacts sur les personnes. Donc, avec cette étude, nous avons pu créer 3 chemins ou possibilités. Donc, nous avions la situation première,
avec les coûts directs, qui seraient donc les coûts médicaux et les coûts de rechercher des soins, et puis des coûts indirects, le coût de productivité, de perte de productivité en raison de la maladie et des morts prématurées. Nous avons aussi travaillé donc sur l'impact pour les familles et notamment en termes d'infections secondaires avec la transmission du Covid hein, de la part des professionnels de leur famille. Donc, quel était le coût que cela représentait et le coût d'avoir recours aux soins de santé, puis aussi, bien sûr, l'impact pour la productivité pour ces professionnels. Et troisième possibilité, donc solution, c'était donc enfin, je dirais, troisième problème qui se posait, c'était l'absentéisme, une productivité moindre, des services qui pouvaient parfois être interrompus et une plus grande mortalité, notamment chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Et sans oublier la problématique liée au recrutement. Alors, qu'est-ce que nous disent les chiffres? C'est que l'impact d'un professionnel qui est impacté, et celui-ci est énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, en Colombie, nous avons vu que ça avait le coût de 10 000 $ par infection par travailleur. Et cela représente 1,54, donc 1,5 pour le PIB, avec un total de pertes économiques de 403 millions de dollars pour la Colombie. Pour ce qui est des Swatini et du Kenya, les chiffres sont très très élevés, à savoir entre 33 et 35 000 dollars et un impact un coefficient par 9 pour le PIB, voire 18 au Kenya, avec des coûts qui pouvaient monter à 113 millions de dollars. Ce total est encore plus grand si vraiment on se base sur le contexte africain et le coût que cela représente sur le système de santé dans une seule région aussi. Nous ne pouvions pas imaginer, en tout cas, a priori, que les chiffres allaient être aussi élevés. Nous avons ensuite commencé, basé notre travail de plaidoyer sur ces chiffres, et aussi pour comprendre quel était vraiment l'impact le plus grand, notamment le coût par rapport aux infections secondaires et tout ce que ça pouvait entraîner pour le système de santé. Et nous pouvons citer maintenant l'exemple de Kenya où plus de 80% de ce coût était lié donc à l'impact sur les maternités et la santé des enfants. Alors, bien sûr, pouvoir garantir la sécurité des infirmières, il faut pouvoir œuvrer à des systèmes de santé résilients et durables en prenant en compte différents éléments comme la santé, le bien-être, les ressources et le matériel, ainsi que les crises et les contextes humanitaires. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer et nous allons poursuivre ce travail avec les partenaires pour améliorer donc la situation des infirmières, bien sûr, sur ce continent, mais également au-delà. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas d'avoir évoqué donc cette question liée donc à la prévention des infections. euh, et toutes ces tendances que vous avez pu présenter. En tout cas, le Conseil international des infirmières fait de son mieux pour pouvoir protéger ces professionnels pour éviter toutes les tragédies que nous avons pu voir dans le passé liées au Covid ou à l'Ebola. Et sur ces paroles, maintenant, nous allons nous diriger à notre débat d'experts. Je vais m'adresser à quelqu'un donc qui va présenter ce débat d'experts. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup à tous nos intervenants pour leur présentation brillante, leurs informations très instructives liées à leur découverte. Et je vais donc m'adresser à Gaëtan, Jordan, Amanda et pour qu'ils allument leur webcam.
Je ne vais pas les représenter. Je pense qu'en tout cas, s'il y a quelqu'un qui est connu, c'est David Stewart, notre infirmier en chef, qui est à la tête donc du rapport que nous avons publié. Aussi, tout d'abord, j'aimerais vous remercier d'avoir partagé les dernières données sur les étudiants. Je veux dire que ce que vous avez partagé avec nous est un avertissement, notamment par rapport à la baisse dans certains pays donc d'intérêt pour la profession et aussi euh, les rémunérations donc mises en parallèle avec les rémunérations moyennes et ce qui nous rappelle que les infirmières ne sont absolument pas bien rémunérées dans certains pays. Et puis, bien sûr, il y a certains chiffres qui peuvent être encourageants. Malgré tout, quand nous les regardons dans l'ensemble, c'est là un avertissement parce que vous avez vraiment identifié que la question du salaire était essentielle. Alors, euh, pour revenir donc à cette question plus en détail, euh, comment faire, comment recruter, comment aussi conserver notre personnel existant. Donc, je vous donne la parole. Alors, lorsque j'ai vu cela se concentrer sur le personnel infirmier dans les hôpitaux. Donc, en dehors des hôpitaux, ce serait en deçà de 20% ou des chiffres que j'ai donnés. Je me concentre sur les revenus, mais bien sûr, ces revenus font partie de ce qui permet de qualifier un emploi de bon emploi. Et on a le cadre pour de bons emplois de l'OCDE. On se concentre sur, bien sûr, les incitants financiers et on essaye de voir si cela permet d'avoir une incidence sur le comportement des différents employés et des personnes et également ce qui les motiverait les personnes d'opter pour une carrière ou une autre. Mais il y a un autre élément. Le deuxième volet, c'était la sécurité des emplois. Je pense que pour les personnels dans les soins de santé, ce n'est pas vraiment la question, car les infirmières actuelles ou à venir savent bien sûr qu'ils n'auront pas de difficulté à trouver un emploi, en tout cas dans les pays de l'OCDE. Moi, je me concentre sur les pays OCDE, hein, je rappelle. Donc, il y aura une sécurité de l'emploi d'une certaine manière. Il y aura toujours de l'emploi. Et sont-elles capables d'accepter moins de sécurité de l'emploi pour de meilleures rémunérations? Alors, il y a des références à cela par rapport aux différents pays de l'OCDE où les infirmières choisissent de manière délibérée des emplois temporaires pour avoir une meilleure rémunération. Ça existe. Est-ce une question d'argent ou autre? Eh bien, évidemment, il y a d'autres choses. Euh, les autres choses ont lié à la qualité de l'environnement de travail dans un contexte hospitalier, mais également pour les infirmières et les infirmiers qui travaillent dans un autre contexte non hospitalier. La qualité de l'environnement de travail, comme je l'ai dit, est quelque chose d'extrêmement complexe. Cela a en partie trait à la charge de travail et la capacité de la direction de prêter main forte pour alléger cette charge de travail. Il y a également la question des perspectives d'évolution tout au long de votre carrière. Pour évoluer, vous commencez en tant qu'infirmière généraliste et vous évoluez vers une pratique plus spécialisée ou senior. Voilà. Tout cela s'ajoute aussi aux facteurs de relations de travail avec les collègues et les supérieurs, etc. Et il y a une conférence qui arrive à la fin ici en Europe, le Magnet for Europe. C'est un projet. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ici, chers collègues, ou si certaines personnes ont participé à ce projet. L'idée sous-jacente est de pouvoir transférer cette approche axée sur le monde hospitalier qui nous vient des États-Unis, pour attirer le personnel infirmier, surtout dans les hôpitaux, d'où le terme magnet, donc
aimanter le personnel infirmier vers les hôpitaux. Mais il faut savoir que c'est assez difficile d'évaluer la qualité des processus de gestion, dans quelle manière les infirmières sont inclus ou pas dans les processus managériaux et de gestion, etc. Alors, oui, il y a un volet de gestion, de management, pour ce qui est trait à la rétention du personnel infirmier, mais il y a d'autres éléments aussi. Oui, nous sommes bien conscients de ce pouvoir d'attraction ou d'aimanter vers le secteur hospitalier. Et nous le savons, c'est essentiel pour les patients, mais également pour la sécurité des infirmières, de compter sur un nombre suffisant d'infirmières. Et oui, vous avez des chiffres qui permettent de voir quelle est la perception de la sécurité par les infirmières dans les pays de l'OCDE. Et c'était assez inquiétant de voir que seulement 15, ou peut-être un peu plus seulement, qui ont l'impression d'avoir une certaine sécurité. Donc c'est intéressant. Si je me tourne vers notre présidente, hein, Madame Cipriano, vous l'avez dit en introduction, vous êtes coprésidente de cette initiative UHC ou CSU, hein, et nous savons à quel point les soins de santé primaire sont essentiels pour atteindre la CSU. Et dans le cadre de cette fonction, est-ce que l'on reconnaît à quel point les soins de santé primaire sont importants et à quel point le personnel infirmier joue un rôle critique pour que nous puissions avoir des soins de santé primaire essentiels et pouvoir alors atteindre une CSU efficace? Réponse. Effectivement, c'est un message clé. Euh, le programme d'action 2030 c'est de la CSU se concentre sur le renforcement du personnel soignant. Nous savons que les infirmières sont le lien fondamental qui permettent d'avoir des soins de santé primaire plus conséquents à l'échelle communautaire principalement, où il y a la connaissance et la reconnaissance de leur importance. Et il y a d'autres déterminants socio-économiques. Et nous savons nous avons des données, hein, notamment dans le rapport qu'on a présenté. Et nous savons qu'à l'échelle internationale, si nous ne renforçons pas les soins de santé primaires et leur nombre, nous n'atteindrons jamais l'objectif en matière de couverture sanitaire universelle. Alors, 98% de notre personnel sont couverts par une euh, assurance, mais nous devons pouvoir élargir encore cela davantage. Et nous avons l'allocation de lancer un changement, de renforcer nos cohortes et il faut s'assurer aussi que les infirmières peuvent trouver un emploi satisfaisant pour renforcer nos systèmes de santé, nos systèmes de santé d'urgence, de soins d'urgence. Et les soins de santé primaire deviennent ce point focal, que ce soit en matière de prévention et préparation riposte aux pandémies, aux meilleurs soins pour la petite enfance. Dans tous les domaines, nous avons besoin de continuer à miser là-dessus et il nous faut avoir des cohortes efficaces pour que nous puissions accroître ces SSP et, in fine, atteindre ces objectifs essentiels de CSU. Merci. Jordan, je me tourne vers vous. En introduction, on l'a dit, vous êtes l'une des autrices principales de ce rapport de l'OMS, publié cette année, sur les questions de genre et la sous-évaluation de la santé et des soins. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur la manière dont vous percevez cette question de genre et le rôle joué par le genre et comment nous mettons de côté cette question dans le domaine de la santé? Et comment nous pouvons y répondre de manière satisfaisante dans le domaine des soins infirmiers plus particulièrement? Et en faisant écho à ce qu'a dit Gaëtan, vous avez dit dans votre note d'information, vous l'avez dit de nouveau, nous avons essayé d'attirer plus d'hommes dans les infirmières. Nous avons ce chiffre de 10%. Et nous restons bloqués à ce 10%, ça semble éternel. Et nous devons peut-être nous pencher là-dessus et attirer plus d'hommes dans la profession. Merci, Howard. En effet, la question du genre est fondamentale
pour que nous puissions bien comprendre comment nous valorisons certaines professions comme les soins infirmiers, mais la santé au sens large. Et les questions de genre façonnent la manière dont nous valorisons quelque chose ou pas, ou certains emplois ou pas. Et de manière traditionnelle, tout ce qui a trait aux soins, nous avons une reproduction sociale qui est visible, qui l'oppose. Alors, nous avons les travaux effectués par les femmes, hein, que ce soit à la maison, les soins sont de manière systématique minimisés et mis de côté. Et nous voyons dans le cadre du pouvoir économique des soins, nous voyons que c'est dévalorisé de manière systématique, hein, ces soins infirmiers, puisque ces soins ont lieu dans le cadre des foyers, dans nos systèmes de santé, dans les communautés, et que cela a été minimisé pendant bien longtemps. Et il s'agit de pouvoir démanteler cette dévalorisation systématique, avoir une vision de genre, et cela demande d'aller plus loin encore. Ce n'est pas uniquement une question de profession plus féminine, plus masculine, mais revenir à ces questions fondamentales. Comment nous valorisons et investissons dans les soins infirmiers en particulier. La manière dont nous valorisons donc les soins, nous le valorisons aussi par le salaire, et lorsqu'il y a des salaires insuffisants. Et vous avez parlé de la participation des hommes dans ces cohortes. Eh bien, les différences salariales sont à aborder. Ce qui est important de rappeler dans le rapport, nous parlons de ces différences salariales. Il y a une disparité entre les salaires pour les hommes et les femmes dans le cas de notre profession, mais certaines professions de soins de santé, comme les soins infirmiers, sont plutôt féminines, et cela a une incidence sur la rémunération de manière générale. Du fait que ce soit une profession majoritairement féminine, cela veut dire que les salaires sont généralement plus faibles, que vous soyez un homme ou une femme finalement. Donc, on parle de la profession au sens large. Et donc, la vision que nous avons, cette vision un peu genrée, a une incidence sur la valorisation globale de cette profession. Et ceci a comme incidence que nous investissons aussi moins dans les domaines, dans ces professions plus féminines. Nous voyons aussi qu'il y a des pénuries importantes, des pénuries d'investissement depuis les années 2000 et qui font que nous ne sommes pas dans la bonne voie pour atteindre nos objectifs. Il faut pouvoir investir davantage. Eh bien, il faut que nous puissions avoir une participation plus égalitaire entre les hommes et les femmes dans notre profession. Et le rapport le mentionne, et cela rebondit sur ce qu'a dit Gaëtan. Tout ce qui a trait aux données et aux données plutôt financières d'ailleurs, nous appelons à une répartition plus équitable des soins à l'échelle de la société et des investissements dans les soins de santé. Car ce que nous voyons, c'est qu'il y a un cercle vertueux qui se met en place lorsque nous investissons dans l'amélioration des qualités de travail des infirmières. Eh bien, les soins sont de meilleure qualité et la société en profite finalement. Nous appelons aussi à une meilleure qualité de travail, qualité d'environnement de travail également. Et les contrats temporaires et les contrats plus particuliers, par exemple pour les travailleurs migrants, doivent être mieux encadrés, et il nous faut ici de nouveau des investissements plus conséquents. Ce n'est pas une question d'atteinte des ODD uniquement, mais plutôt de cibler les investissements à l'échelle du système de santé, non pas de manière ciblée en visant qu'une catégorie de personnes. Il faut un investissement plus global. Voilà, je crois que je pourrais continuer éternellement, mais il faut que je m'arrête là. Oui, je pense que nous pourrions dédier un webinaire complet, mais il nous faut nous arrêter là. Merci de avoir abordé tous ces thèmes. Amanda, quel travail fabuleux. Travail abattu depuis des années, mais vraiment là récemment, l'objectif est vraiment avec Resolve to Save Life, c'est une organisation exceptionnelle, je dois dire, dans ce que vous faites. Et vous êtes vraiment également une figure de proue dans ce domaine, en parlant des coûts directs et indirects, secondaires. Et vraiment, j'ai été frappée lorsque j'ai pris connaissance de ces chiffres. Eh bien, revenons sur les questions de plaidoyer. Nous avons toutes ces données.
Et puis, vous avez sûrement des dialogues avec des partenaires, des décideurs politiques, etc. Comment présentez-vous ces arguments, ces données pour pouvoir vraiment influencer vos interlocuteurs et vraiment canaliser plus d'investissements? Que dites-vous? Merci infiniment. Nous avons effectivement quelques réussites, mais il y a encore beaucoup à faire. C'est une approche plurielle et il faut pouvoir autonomiser les infirmières au quotidien. C'est important. Eh bien, mes équipes étaient sur le terrain pour essayer de voir comment fonctionnent les systèmes de santé, voir quels sont les obstacles systémiques. Et il y a encore un nombre important d'établissements, par exemple en Afrique, qui n'ont pas accès à l'eau. Si vous n'avez pas les infrastructures fondamentales, vous ne pouvez rien faire. Et on voit des infirmières qui travaillaient sans gants, sans masque, et on leur demandait ben, pourquoi. Et elles répondent, ben, on n'a pas accès à ce matériel. Et donc, il y a des problèmes aussi tout au long de la chaîne d'approvisionnement et l'accès au matériel. Il faut que les infirmières puissent se sentir en sécurité, travailler dans de bonnes conditions. Donc, il faut s'assurer que les infirmières de première ligne euh, demande, exige ces équipements de protection individuelle c'est pour qu'elles puissent travailler correctement. Et puis, nous avons parlé des systèmes. Il faut que les systèmes au sens large soient de qualité. Il nous faut avoir accès à de l'eau, des bons systèmes d'assainissement, etc. Et ce que je vois, c'est qu'il y a souvent un responsable des questions d'hygiène qui est un peu mise de côté et qui a une vision en silo et pas globale. Et il faut voir comment les systèmes de lutte contre les infections peuvent être déployés de manière globale. Et puis, il faut aussi mettre en avant tout l'argumentaire financier. On a les collègues en Éthiopie qui ont pu dégager une ligne budgétaire en Éthiopie, pas très élevée, mais c'est la première fois qu'il y a un budget affecté uniquement pour les soins infirmiers en Éthiopie. Et pour s'assurer que la lutte contre les infections n'est pas oubliée et que cela figure vraiment dans les priorités politiques. Merci, Amanda. Chers collègues, restez en ligne, hein. Alors, David, puis Madame la Présidente, qui a quelques messages supplémentaires. Mais David, je me tourne vers vous pour finir. Et vous avez eu l'occasion donc de pouvoir superviser ce travail au cours des derniers mois. Et tout d'abord, est-ce qu'il y a quelque chose que l'on n'a pas encore mentionné et qui vous a frappé dans le cadre de vos activités et du travail avec vos collègues pour aboutir à ce rapport? Et avons-nous oublié d'aborder un point ou un autre, mais également quelles sont vos réflexions que faire avec ce rapport finalement? Que faire avec les données mises en avant par ce rapport, les recommandations qui y figurent? Comment puiser là-dedans pour améliorer les systèmes? Oui, merci. C'est vrai que c'est pas évident de répondre à cette question dans le cadre qui nous reste. Je dirais que il y a aussi l'impact personnel. Il y a les chiffres, certes. Il faut prendre en compte l'impact local. Je pense à l'Association des infirmières du Japon, qui ont mis en place un programme un programme qui a été mis en œuvre dans le cadre du diabète et cela a conduit vraiment à une réduction en fait des patients qui allaient dans ces cliniques pour personnes diabétiques. Donc ça a été important. Puis il y a aussi l'impact pour les personnes qui ont reçu ces soins. On le voit aussi sur cette île du Pacifique et toutes les personnes qui se rendaient sur place donc pour subir une amputation et on a pu diviser ce chiffre par deux. Donc l'impact, il est pas seulement pour l'économie, mais aussi sur la qualité de vie des personnes. Et ce que nous voyons dans le rapport, encore une fois, ce ne sont pas seulement des chiffres, mais ce sont les exemples. Euh, et euh, et c'est en cela que c'est encourageant pour nous.
Aussi, une fois que nous allons pouvoir vraiment travailler sur les résultats de ces rapports, alors nous pourrons mieux cibler nos actions sur l'accès à ces soins qui permettra au final d'économiser. Et ce sera un impact là pour l'ensemble de l'économie. Aussi, nous souhaitons vraiment que les gens comprennent que le travail qu'ils font a un impact direct, pas seulement sur la qualité des personnes, mais aussi sur l'aspect financier du système de manière générale. Donc, j'espère que les collègues en prendront conscience, en tout cas quand ils prendront connaissance de ce rapport. Oui, c'est vraiment un bon rappel pour nous toutes et nous tous de l'impact sur la vie des personnes. Merci beaucoup, David. Merci, Jordan. Merci, Gaëtan. Merci, Amanda. Et maintenant, je vais redonner la parole au docteur Cipriano. Merci beaucoup. Merci à tous les orateurs et oratrices. On pourrait vraiment parler pendant des heures avec ces éminents experts et nous aimerions maintenant partager avec vous ce qui nous attend et j'aimerais présenter Delphine qui va nous donner de très bonnes nouvelles. Tout simplement, si vous aviez produit des vidéos incroyables en 2022 pour la BBC, une série d'ailleurs qui a été récompensée dans le monde entier. Aussi, nous sommes vraiment heureux qu'il soit à nos côtés et nous vous écoutons pour les bonnes nouvelles. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. C'est un tel honneur d'avoir pu être à vos côtés aujourd'hui et d'avoir écouté tous ces orateurs et oratrices brillants. Et oui, nous allons lancer la phase de développement de la série, donc pour la deuxième série de Caring with Courage à partir de lundi. Donc, à partir de lundi, nous allons commencer tout le plan de communication tout ce que nous cherchons pour nos récits et tout ce qui va donc être au cœur de la série documentaire qui sera produite au cours des 9 prochains mois. Aussi, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de me présenter à vous en tant que réalisateur de cette série documentaire et tout simplement, nous souhaitons avoir le plus de témoignages possible. Nous souhaitons vraiment couvrir une diversité géographique très grande, mais aussi dans le type d'histoire que nous souhaitons présenter dans le cadre de cette série documentaire. Et puis, bien sûr, nous vous donnerons davantage d'informations au fur et à mesure. Et merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Et maintenant, nous allons pouvoir lancer la bande-annonce de cette série. Nurses are very compassionate, they're smart, they're creative. Les infirmières sont très intelligentes, pleines d'empathie, et vous devez faire preuve d'empathie, comprendre les différentes conditions de vie des personnes. Vous avez besoin d'être patient, d'être humble et aussi vraiment de faire le maximum. 59% des professionnels de santé sont des infirmières. Si vous souhaitez que vos systèmes de santé soient très solides, vous y parviendrez uniquement si vous avez vraiment des professionnels de santé, des infirmières très aidés, soutenus. Et oui, c'est important de pouvoir aider les gens à résoudre leurs problèmes. Quel type de dons sont difficiles à obtenir? Dans ma communauté, lorsque je sais qu'il y a une difficulté, alors je dois agir. Nous devons en faire davantage pour nous assurer que les infirmières ont accès à une bonne éducation et puissent parvenir à des positions de direction et ainsi les aider à trouver les bonnes solutions. Les infirmières sont très importantes pour chacune et toutes les institutions, je dirais. Nous travaillons ici pour aider les citoyens, nous les aidons les personnes, pour toutes celles qui ont besoin de nos soins. J'allais abandonner et vous êtes venus dans la pièce. Les infirmiers doivent vraiment être présents là où les décisions sont prises en matière de santé parce qu'ils peuvent proposer des solutions à plus grosses difficultés de santé. Et lorsque nous investissons dans les infirmières, nous investissons dans l'humanité. Voilà le nom de la série Caring with Courage. Donc, ce sera la deuxième saison. Nous sommes vraiment heureux de vous donner donc cette occasion de vous exprimer. Nous souhaitons vraiment écouter
récolter, écouter en fait vos euh, narratives et c'est là essentiel pour pouvoir transmettre le message du pouvoir économique des soins au public dans le monde entier. Et c'est là une occasion de montrer que les infirmières contribuent aux soins, mais également à la sécurité économique et à la prospérité. Aussi, nous sommes vraiment ravis de pouvoir partager donc ce message avec vous et vous avez un code QR à votre disposition pour pouvoir témoigner. J'ai regardé la première saison et je me rends compte de l'importance et de l'impact que nous pourrons avoir. Et puis, pour conclure, j'aimerais ajouter quelques commentaires. Alors, j'aimerais remercier tous les modérateurs, modératrices, mais aussi tous ceux qui ont contribué au rapport de pouvoir économique des soins, toutes les informations qui sont présentées, les données, les argumentaires. Nous aimerions que vous puissiez partager ce rapport avec le plus nombre de personnes possible avec vos collègues, mais également que vous puissiez transmettre ces messages à vos directions supérieures, dans vos gouvernements, vos communautés, dans vos contextes de travail. C'est là une occasion pour nous de rappeler pourquoi l'investissement dans les infirmières est clé pour maintenant, pour l'avenir, pour améliorer donc l'environnement de soins pour le personnel en général et aussi que cela permette de puisse avoir davantage d'infirmiers et d'infirmières qui vont par leur travail contribuer énormément à l'économie et créer un environnement sain pour le personnel, pour les infirmiers, infirmières, pour les patients et en se penchant donc sur cet avenir nous n'aurons pas un bon système de santé sans les infirmiers et infirmières en bonne santé. Nous avons besoin de renforcer leur cadre de travail, de les soutenir et de s'assurer aussi qu'ils disposent d'une forme de sécurité et donc c'est grâce à eux que nous y parviendrons. Aussi, merci beaucoup. Nous savons que nombre de questions ont été posées et nous essaierons aussi de vous proposer un nombre de solutions, informations à notre disposition. Nous vous remercions pour tout le travail que vous réalisez dans vos communautés et tous ensemble, nous allons continuer à défendre et à notre euh, notre environnement. Et bien sûr, il n'y a absolument pas de temps à perdre et nous devons tous agir pour nos patients, pour nos communautés et pour notre avenir aussi. Merci beaucoup.